je voudrais vous dire que j'ai été très interpellée par ce que vous avez dit sur l'attitude des personnes qui sont en demande et qui consultent et qui ont besoin de réponses extrêmement précises et qui ne font pas l'effort d'interpréter. Oui. Je trouve que souvent, c'est une décharge de responsabilité. Totale. On demande à la personne qu'on consulte de me dire ce que je dois faire. Et moi, dans le moindre détail, quelquefois. Oui. Et c'est très dommage parce que c'est un petit peu frustrant pour... enfin, moi, je le vis un petit peu comme ça en tant que tarologue. Il m'arrive d'être frustrée parce que certaines personnes, pas tout le monde bien sûr, sont tellement dans l'interprétation tout à fait primaire que le mot que j'aurais dit n'a aucune nuance. Il ne voit ni les nuances ni les ambiguïtés de quelque chose. Qu'est-ce que... Enfin... Là-dessus, c'est toujours le problème, c'est effectivement le niveau de lecture auquel on procède. Je sais très bien que les trois quarts des gens, ils veulent quasiment une prédiction littérale, oui. de toute manière. Et donc, ils vont prendre au pied de la lettre, et comme parole d'évangile, absolument tout ce que vous dites. Oui. Et sans voir éventuellement tout le nuage d'indétermination qu'il y a autour. Moi, je me rappelle très bien une amie qui avait consulté un astrologue, enfin bon, je pense que le tarot ça aurait été à peu près la même chose, qui lui avait dit, à telle période, il y a possibilité de rencontre amoureuse. Alors elle, possibilité de rencontre amoureuse, elle l'avait traduit par rencontre amoureuse. Oui. Qui évidemment n'est pas du tout la même chose. Ce qui fait qu'évidemment, à cette période, elle s'est débrouillée pour tomber amoureuse de quelqu'un. Et évidemment, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est la manière dont on prend un discours, dont on le traduit à un autre plan de réalité. Et on lui fait dire quelque chose qu'en réalité, le discours, au départ, ne dit pas en tant que tel. Ça, je suis très frappé dans les lames du tarot de voir comme les gens, souvent, lorsqu'on leur explique un petit peu tout ce que cela veut dire, tout ce que cela peut impliquer, donc les ouvertures qui se font dans la vie, les possibilités, les situations dans lesquelles on se trouve, ils le traduisent par « alors il va m'arriver ceci, alors je dois faire cela ». Oui. Évidemment, si on fait ça, alors là, je pense que c'est la meilleure manière de se tromper régulièrement. Et comment faudrait-il faire alors? Comment faudrait-il recevoir pour être sage? On va dire, qu'est-ce qu'il faut... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une explication à avoir avec soi-même. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a telle possibilité qui s'ouvre, il y a telle possibilité d'événement, est-ce que cet événement, j'y suis ouvert ou je n'y suis pas ouvert? Moi, je le considère, non pas selon une leçon qui serait admise, idéologiquement, mais est-ce que moi je le considère comme favorable ou défavorable? Est-ce que je le considère comme faste ou néfaste? Je suis prêt à rentrer dans cette situation, à y répondre, ou je ne suis pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et là j'insiste beaucoup justement, cette idée de la prise d'opposition que nous avons à faire, nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un destin implacable qui nous est donné. C'est un champ possible qui nous est ouvert. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce que vous pensez de la façon dont le tarot est apparu, s'est constitué, sa vocation? Enfin, je suis honnêtement beaucoup moins calé là-dessus. Donc vous acceptez ce jeu cet ensemble de cartes pour ce qu'il est, comme ça, voilà, on ne sait pas très bien d'où il vient. Oui, mais quelle importance, parce que oui. Honnêtement, lorsque je consulte le Viking, et le Viking, je le consulte aussi assez régulièrement, je veux dire, si je ne savais pas d'où il venait, qu'est-ce que ça peut faire? Oui. C'est un instrument en tant que tel. Oui. C'est un instrument, et lorsque je lis un hexagramme, il faut lire les ailes qui vont avec les hexagrammes, donc les différentes possibilités. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est, par exemple, je pense, c'est lui qui me fait penser à un vieux traité d'oniromancie chinois qui était du XIIe siècle, qui était à un moment, il y avait un rêve, vous avez pris un chemin et vous vous arrêtez. Première interprétation, c'est très défavorable, parce que vous avez pris la voie, vous arrêtez, et si vous arrêtez, ça veut dire que vous ne progressez plus. Seconde interprétation, très favorable. Parce que si vous arrêtez, c'est que vous avez pris la voie, donc vous êtes mis en chemin. Et donc c'est ça qui est important. Et donc on voit très bien comment la même chose peut être interprétée de deux manières complètement différentes. Et tout dépend aussi du contexte avec quoi on le met en relation, et avec ce qui est l'expérience intime de la personne. Mais c'est là où on voit qu'il n'y a jamais d'interprétation complètement univoque, de cette manière.
Mais par exemple, il y a aussi un autre type de jeu qui s'appelle les oracles. Oracle de Béli. Enfin, alors les oracles, c'est une liste de cartes également, mais qui sont censées représenter. Alors là, on touche à un autre domaine qui est le domaine de la voyance, qu'on n'a pas encore abordé, qui sont censés représenter justement les différents symboles que le voyant capte quand il est en voyance. C'est-à-dire, par exemple, parce que beaucoup de voyants disent, pour aller dans le sens de ce que vous dites, ils disent que ils doivent interpréter des messages, des symboles. Et alors justement, il y a des oracles qui s'occupent de cela. Moi, je sais qu'il y a des voyants qui ont fait créé des jeux comme cela, où ils je pense notamment, par exemple, à Romain Magras, qui est un voyant de Saint-Avold, que j'ai interviewé récemment. Il a fait l'oracle, qui en plus s'appelle l'oracle du Verseau, ou l'oracle de l'étoile. Et il a simplement collecté tous les symboles qui lui étaient présentés en voyance. En fait. Et donc il en a fait un jeu qui regroupe tout ce mode d'expression, ce mode de communication, qui est celui de ceux qui communiquent avec lui. Alors là, on n'est plus dans le domaine c'est intéressant au niveau comparatif, c'est-à-dire parce que dans le cas du tarot, la voyance, c'est quels sont ces messages et qui est-ce qui communique à travers ces messages, avec qui on dialogue. Par exemple, là, vous me parlez de la Piti. Alors la Piti, elle parle. Alors, donc vous pensez que les dieux existent en fin de compte? Vous croyez à l'existence des dieux? Personnellement, oui. C'est ça. Personnellement, oui. Ça, je ne m'en cache pas, oui. D'accord. Donc les anges ou les dieux. Je crois. C'est très difficile. Je ne corresponds à aucune. Je ne suis inscrit dans aucune église constituée. Oui. Mais en même temps, si on me demande s'il existe un domaine transcendant, je répondrai oui, mais en sachant que c'est de l'ordre de ma croyance. Je ne peux pas le démontrer. Mais je suis conscient que c'est de la croyance. Mais en même temps, oui, je l'accepte cette croyance et je vis à l'intérieur de cette croyance. Alors, faisons une petite parenthèse en ce qui concerne tout ce qui est le domaine de la médiumnité ou de la voyance. Alors, oui. Ce sont des êtres qui sont. On parlait tout à l'heure alors, une Piti est un médium, on ne sait pas très bien. Enfin, oui, enfin, on peut l'assimiler à une médium, oui. Donc, ce sont des êtres humains qui sont capables de capter, alors aussi, soit aller dans l'inconscient, ou bien de capter des messages qui viennent d'entités qui sont dans un autre monde, etc. Alors, vous nous éclairez sur tout ça. Là, je suis très mécréant parce que moi, les entités, j'y crois pas. Oui, d'accord. Donc c'est plutôt, vous croyez plus à la. Alors, donc, qu'est-ce qui permettrait à. Je crois beaucoup plus qu'il capte souvent quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire du savoir que la personne qui vient les consulter ne sait pas qu'elle sait, d'une certaine manière, ou alors elle est en relation avec une espèce de conjoncture globale, si l'on peut dire, de la société ou de la situation dans laquelle se trouve la personne. Mais en même temps, moi, ce qui me gêne beaucoup avec les voyants, je le reconnais, tout en reconnaissant que la voyance peut absolument exister, bien entendu, c'est que ça suppose, enfin tout au moins avec ces pratiques aujourd'hui, ça suppose que le voyant est tout le temps voyant. Ce qui là me semble quand même assez sujet à caution. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments où les voyants sont effectivement voyants, puis il y a des moments où ils n'ont pas cette espèce d'insight, où ils n'ont pas cette communication avec l'inconscient de l'autre, où ils n'ont pas de vision de la situation globale par rapport à laquelle ils sont interrogés, et dans lequel j'ai quand même vu un certain nombre de voyants qui, à ce moment-là, quand même jouent, je dirais, qui font comme s'ils étaient en contact, comme s'ils voyaient. Or, il faut savoir que la voyance, à mes yeux, elle est à intermittence, d'une certaine manière. Et que, bon, et c'est ça qui pose problème lorsqu'on va voir un voyant, même le meilleur des voyants possibles, est-ce qu'il est assez honnête pour dire, bah, aujourd'hui, je ne vois pas. Effectivement. Alors, généralement, certains le font. Non, mais certains le font. Et alors là, je commence à avoir beaucoup plus confiance, effectivement. S'ils sont capables de dire, bon, bah, aujourd'hui, non, je suis désolé, ça ne marche pas. Effectivement. Enfin, c'est vrai que la majorité, quand même, ne le fait pas pour des raisons économiques que je comprends très bien par ailleurs. Et d'ailleurs, le voyant qui utilise un voyant, par exemple, peut justement être tenté d'utiliser des cartes
pour suppléer à son manque de voyance. C'est-à-dire qu'en tirant un tarot, un oracle, c'est une façon de jouer au voyant sans être voyant. C'est pour ça que beaucoup de voyants utilisent comment, par exemple, vous n'êtes pas voyant, vous ne vous dites pas voyante. Non, si, parce que j'aime pas du tout. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout envie de me positionner comme une voyante ou comme une médium pure. Je suis passionnée par les tarots, mais je pense que ça peut être de choses très différentes, et ça peut aussi être de choses qui s'entremêlent. Ben, moi, je crois que pour répondre à ce que disait M. Cazenave, je crois que beaucoup de voyants, justement, peuvent se servir de ces supports pour compenser éventuellement un manque d'inspiration médiumnique. Oui, mais est-ce qu'on peut se servir de ces supports dans cet esprit-là? Je veux dire, bon, si on prend les tarots, si vous avez la carte de l'empereur, l'impératrice, le fou, etc., il y a quand même tout un nuage de signification qui leur est attaché. Donc on ne peut pas jouer non plus avec, parce que là aussi il y a un tirage qui a lieu, un tirage objectif. Alors il est peut-être dû au hasard, et je pense qu'il est dû au hasard, mais le hasard peut être très signifiant. C'est-à-dire qu'il peut avoir énormément de sens. Et ce sens, on est quand même obligé de le respecter en tant que tel. Et c'est là où il me semble que ça ne peut pas être en remplacement du moment où le don de voyance commence à s'amenuiser. C'est-à-dire qu'il y a une logique interne, une logique du sens, qui est ceux de l'astrologie, qui est celui du tarot, avec laquelle il s'agit d'être profondément honnête. Et ça peut être un instrument de substitution. De toute façon, faire un tirage du tarot, c'est un moment très fort. En ce qui me concerne, moi j'ai remarqué que si ça dure trop longtemps, on sent que l'énergie s'en va. Donc il se passe quand même quelque chose, c'est pas un palliatif, c'est quelque chose qui se suffit à lui-même. Oui, mais enfin, étant donné que dans un certain nombre de cas, imaginons par exemple quelqu'un qui ne verrait pas de lui-même quelque chose et qui n'arriverait pas à entrer dans un autre monde où il verrait certaines choses, et grâce aux cartes, il aurait quand même quelque chose à voir. Donc c'est quelque chose qui est à voir, qui se substitue. Si j'arrive pas à voir de loin, j'arrive pas à me mettre dans une sorte de... j'arrive pas à avoir des visions, eh bien je vais éventuellement utiliser des cartes qui vont me proposer des choses, une nourriture à interpréter. Si je n'arrive pas à interpréter les visions que parfois j'arrive à connaître, eh bien je vais canaliser mon énergie pour interpréter des éléments qui sont là, que je n'ai pas à aller chercher. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui se serve des tarots dans une situation d'échec au départ. J'ai un petit peu de mal à imaginer ça. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis... Là, si vous voulez, je pense que la logique interne d'un phénomène de vision, d'un phénomène de médiumnité, et la logique interne d'une consultation astrologique ou tarologique ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et que donc, à la limite, pourquoi ne pourrait-on pas passer de l'un à l'autre, à condition de bien prévenir justement qu'on est en train de changer de plan, qu'on est en train de changer de langage, qu'on est en train de changer de référent. Mais je ne crois pas qu'on passe de l'un à l'autre parce qu'on sent une faiblesse dans l'un. On le fait avec passion et avec élan. Ça, le sujet que nous abordons est un sujet délicat. Par exemple, quelqu'un qui, au lieu de prendre... Imaginons que votre voiture ne marche pas, vous allez à pied, vous allez en trottinette. Nous sommes dans une situation où il y a constamment des différentes solutions pour faire quelque chose. Hein. Si je peux pas téléphoner, j'envoie un courrier. C'est-à-dire qu'on est constamment... Si, par exemple, il y a des gens qui sont parfaitement capables de marcher et qui ça ne les empêche pas de prendre l'ascenseur. C'est-à-dire qu'on est constamment devant des alternatives qui, au départ, étaient là pour combler des manques, et puis par exemple, prendre sa voiture, par exemple, à un moment donné, ça va être réservé aux gens qui avaient des problèmes de mobilité. Maintenant, la personne va prendre sa voiture spontanément, sans qu'elle se dise « Ah, je prends ma voiture parce que j'arrive plus à marcher ». C'est un petit peu dévalorisant pour les tarots de penser que parce que quelqu'un est en situation d'échec par rapport à, par exemple, la voyance pure, il va s'en servir comme d'une béquille. Je trouve ça un petit peu dévalorisant. Je trouve que les tarots, c'est quelque chose de très fort,
de très riche en soi. Moi, je faisais écho à ce que disait Michel Cazenave quand il disait que les voyants n'étaient pas constamment en position d'être voyants. Et donc, par conséquent, à ce moment-là, il disait... donc, finalement, ils font quand même leur consultation, alors qu'ils ne sont pas en situation. Alors, comment ils font leur consultation? Qu'est-ce qu'ils disent s'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils font? S'ils étaient honnêtes, ils diraient, je ne peux pas consulter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais la question qu'il y a là, c'est qu'est-ce qu'ils font, finalement? Qu'est-ce qu'ils font pendant cette... Comment ils vont meubler leur consultation s'il n'y a pas ce qu'il faut? Je répète, ils sont honnêtes, ils ne donnent pas de consultation. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais quand ils ne sont pas honnêtes, justement, comment ils font alors? Ils font semblant. Ils font semblant, mais même faire semblant, ça veut quand même dire... Alors, faire semblant. Simuler un état de transe, hein, c'est pas très... Oui, mais il faut quand même avoir des choses à dire. Et c'est quelque chose à dire, ça pourrait être justement inspiré par le tarot, ou par le Yiki, ou par les oracles, justement, c'est ça qu'on... Oui, mais généralement, enfin, ceux qu'il m'a été donné de croiser, ils étaient assez, je dirais, orgueilleux, de cette manière, pour ne pas avoir recours à une stratégie de substitution. Voilà. Donc on est bien d'accord. Ils faisaient comme si. Ils faisaient Voilà. comme s'ils étaient inspirés. C'est ça. Ils ne l'étaient absolument pas, mais vous savez, je pense que si on a un minimum de psychologie, en écoutant uniquement la personne et la manière de poser ses questions et les questions qu'elle pose, on voit, ne s'en faites pas, on voit à peu près ce qu'elle cherche, et donc à ce moment-là, on répond à l'avance par rapport à ce qu'on a deviné de la personne. Mais, non, mais oui, non, mais effectivement, il y a un problème de déontologie aussi qui se pose, il y a... comme partout. Oui, bien entendu. Et là encore, les consultants ne sont pas toujours compréhensifs, parce que moi, il m'est arrivé avec certaines clientes qui m'appellent assez souvent pour me poser une question par téléphone, et il m'est arrivé de leur dire, là, je ne fais pas le jeu maintenant, parce que je ne suis pas en état, en condition, et c'est un petit peu mal perçu. De faire quoi? De refuser de faire un jeu, oui, parce que je ne suis pas en condition, parce que, surtout au téléphone, parce que quand on a un rendez-vous, on peut se mettre en condition. Mais quand on m'appelle, je peux être très fatiguée par ma journée, en train de préparer le repas, en train d'avoir une conversation avec mes enfants. Et c'est mal perçu quand je dis je ne peux pas le faire maintenant parce qu'il ne sera pas bien. C'est là que je pense qu'il y a aussi souvent une incompréhension devant ce genre de pratique. C'est-à-dire que, et c'est sincèrement dû à la société dans laquelle nous vivons, lorsque quelqu'un fait appel à un tarologue ou un astrologue ou un voyant, il considère que du moment qu'il va payer, l'autre est à sa disposition, de cette manière. Et donc on ne comprend pas, et justement dans la mesure où on le lit de manière totalement littérale, au premier degré, on ne comprend pas que l'autre ne soit pas à disposition. Et d'ailleurs, je dirais cette idée que le voyant n'est pas toujours inspiré, que l'astrologue, j'ai connu des astrologues, d'excellents astrologues, qui parfois devant un thème étaient un peu secs, de cette manière. Mais simplement, ce jour-là, il le disait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne comprend plus. On ne comprend plus qu'il y a toute une dimension psychique, si on peut dire, de la personne qui vous reçoit, qui est aussi à prendre en compte. Et qu'une rencontre, c'est une rencontre à deux, par définition. On n'est pas tout seul. Je voudrais qu'on aborde la question de l'individualisme, en quelque sorte. Vous savez que c'est un point qui est récurrent dans la pratique de l'astrologie de consultation, c'est-à-dire qu'on va étudier votre individualité, ce qui est en quelque sorte ce qui est unique. Je veux dire, je ne sais pas du tout mon discours, d'ailleurs, mais je veux dire, c'est cette idée que l'astrologie serait le garant de votre unicité, que votre thème serait le garant que vous êtes Michel Cazenave et pas quelqu'un d'autre, et que c'est votre carte d'identité. Est-ce que vous croyez que cette carte que joue l'astrologie, cette carte, parce qu'on peut avoir l'impression de savoir que l'astrologie, quel est son créneau, on n'arrête pas d'en parler, où est-ce qu'elle se place? Donc il y a beaucoup d'astrologues qui sont même juste en train de dire la réalité, la vocation même de l'astrologie est de nous parler de l'individu. C'est en réalité d'être une fausse psychanalyse. C'est ça, oui, oui. Alors, pour eux, c'est l'astrologie humaniste, par exemple. Je veux dire, il y a des formes d'astrologie qui considèrent que c'est la raison d'être même de l'astrologie, de nous parler non pas du monde, non pas de nous parler du social, non pas de parler de l'histoire, mais de nous parler carrément
l'astropsychologie, de l'astropsychanalyse. Est-ce que vous pensez que, oui, comme vous dites, effectivement, on marche sur les plates-bandes des praticiens, des différentes thérapies. Les thérapeutes eux-mêmes sont sujets à beaucoup de caution. Et j'ai beau être très instruit dans le milieu, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Alors, est-ce que l'astrologue a sa place dans ce milieu des thérapeutes, justement? Il peut avoir, à mes yeux, il peut avoir une place, oui, mais une place plutôt en tant qu'il peut éclairer le thérapeute. C'est-à-dire qu'il peut lui amener un certain nombre de considérations auxquelles le thérapeute n'avait pas été sensible. Ah, vous parliez de Jung tout à l'heure, vous parliez de Jung, effectivement. Ben oui, mais je crois que lorsque Jung fait cela, il y a quelque chose qui patine d'une certaine manière. Il fait appel à l'astrologie parce qu'effectivement, ça le fait rentrer, ça le fait prendre en considération des horizons qu'il n'avait pas trouvés dans le décours de son analyse. Et là, de ce point de vue-là, ça me paraît absolument juste. D'ailleurs, on sait aussi qu'il y a toute une thérapeutique, ça s'est surtout développé aux États-Unis, une thérapeutique qui est à base de l'astrologie. Ah oui? Oui, oui, oui. Enfin, à la suite des travaux de Jeff Seaman, etc. Ah oui, d'accord. Donc ça, effectivement, ça me paraît effectivement tout à fait intéressant. Mais en même temps, prendre l'astrologie comme uniquement centrée sur la personnalité, sur l'individualité, me semble... Non, mais c'est très intéressant, il y a certainement beaucoup de choses à en tirer, mais en même temps, c'est aussi réduire l'astrologie. Parce que, qu'on ne le veuille pas, je pense que l'astrologie est aussi une astrologie collective, que c'est aussi une astrologie historique. Je veux dire que la précession des équinoxes, les airs qui se suivent, etc., aussi ça existe, et que c'est toujours extrêmement réducteur que de découper l'individualité en la séparant de la collectivité, en la séparant de son histoire, en séparant finalement de l'horizon dans lequel elle s'inscrit, qu'on doit tenir tous ces plans ensemble. D'ailleurs, actuellement, moi j'appartiens plutôt à une mouvance où on considère que l'astrologie mondiale est quand même l'astrologie par excellence, et que ensuite on peut affiner, on peut étudier des situations particulières, mais que finalement l'astrologie doit d'abord se reconstruire au niveau de sa faculté à nous parler du cours de l'histoire, du cours du monde. Je ne vais pas aussi loin, mais moi, effectivement, ma position, c'est on est obligé de tenir compte de tous les différents niveaux et de voir comment les différents niveaux s'articulent les uns aux autres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous sommes quand même pas des atomes sociaux complètement indépendants des autres. Nous sommes dans une société, nous sommes dans une période historique, et forcément, nous nous définissons par rapport à elle, aussi libre que nous le prétendions par ailleurs. Oui, il y a des astrologues qui vont vous dire, mais la question que M. Cazenave qui se pose, c'est est-ce que ces éléments-là, est-ce qu'ils sont d'ordre astrologique? Parce que toute la question, c'est de savoir, c'est de distinguer entre ce qui est astrologique et ce qui ne l'est pas. Et là, ça devient assez comique, parce que il y a ceux qui disent ce qui est vraiment astrologique, c'est l'étude du thème natal, et le reste, il faut en tenir compte, mais ce n'est pas l'astrologie. Et ceux qui diront ce qui est astrologique, c'est ce qui parle justement de l'ordre du monde, et ce qui ne l'est pas, c'est quand on commence à étudier le cas individuel. Voyez-vous, donc finalement, on finit par ne plus très bien savoir où elle est. Vous entendez bien que je renvoie les deux discours de Hadot, oui, de cette manière, et que moi j'ai envie de tenir compte, ou que j'ai envie de tenir compte de ce qui me semble être justement la part de vérité dans chacun des deux discours. Ah oui, d'accord. Oui. Je veux dire par là qu'on soit passé il y a à peu près 2000 ans de l'ère du bélier à l'ère du poisson me semble absolument évident, encore que ça se parte parfois d'une manière, ça s'est marqué d'une manière assez étrange, mais enfin, il y a eu un changement d'air, ça me semble quand même assez incontestable, et qu'actuellement nous soyons en bout de course culinaire, en bout de course d'une culture par laquelle nous avons été marqués, et qu'on aille vers autre chose. Honnêtement, alors là, je ne fais aucune prédiction, je n'en ai aucune idée. Vous pensez que c'est aussi... je crois que imminent. Ça correspond aussi à une... Nous sommes absolument dedans. Non, c'est l'astrologie mondiale, je l'accepte complètement. C'est l'astrologie mondiale là, enfin, oui, non, et elle me semble même absolument capitale. Et en même temps, de dire, mais l'astrologie individuelle, elle s'inscrit dans cette horizon-là. Parce que je ne le veuille pas, je vis en ce moment. Oui. Et je vis dans le passage d'une ère à une autre, effectivement. Et donc, comment est-ce que je pourrais vivre en dehors de ça? Mais excusez-moi, parce que l'astrologie mondiale, ce n'est pas évidemment que la question des airs. Non, je sais, non, mais là, je prends ça. Parce que, non, mais je voudrais quand même que vous disiez qu'est-ce que vous mettez sous le terme astrologie mondiale en dehors de la question des airs.
Alors, il y a d'abord, on va prendre les différents plans. C'est-à-dire que je crois qu'il y a par exemple une astrologie des collectivités humaines, autrement dit des nations en tant que telles. Lorsque vous me parlez des travaux de Barbeau sur le RSS, je crois que le moment je dirais, où s'affirme une nation, c'est quelque chose qui compte, effectivement, et qui peut nous donner, à travers lesquels on peut en tirer un certain nombre d'indications, et que ça s'inscrit, c'est ça que j'appelle l'astrologie mondiale, finalement, que ça s'inscrit dans un destin collectif de l'humanité, et alors là, du coup, ça s'inscrit dans le jeu des airs. Bon, il y a peut-être d'autres choses, mais vous savez, ce que je dis, c'est toujours par rapport à l'état des connaissances qui est bien. J'essaie de... Ça ne veut pas dire que ce qui est en dehors de mes connaissances n'existe pas. Non, mais j'essaie de comprendre. Donc, l'astrologie mondiale, par exemple, bon, vous savez que jusque pendant la période du Moyen Âge et de la Renaissance, le grand truc de l'astrologie mondiale, c'était les conjonctions Jupiter-Saturne. Oui. Alors, effectivement, donc finalement, la question qu'on se pose quand même aujourd'hui, c'est quels sont les outils de l'astrologie mondiale. C'est-à-dire vous savez que la question des arts professionnels renvoie à des outils très particuliers, qui ne correspond pas aux planètes, qui correspond le passage du point vernal dans une constellation, ce qui est donc très périphérique par rapport qui est assez périphérique par rapport à la constellation, qui ne fait pas référence aux planètes. Or, l'astrologie mondiale, elle a été, vous savez, et puis en plus, cette théorie de l'ère du Verseau, elle est quand même très, très récente, puisque elle s'est développée au cours du 19e siècle, en fait. À moins que vous ayez des... Au moment où commençait à s'épuiser l'ère des poissons aussi. Ah oui, d'accord. Ce qui me semble normal. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'on voit très bien que la préscience de l'ère des poissons, la fameuse quatrième églogue de Virgile, oui. etc. Bon, c'est un moment où on croyait très fermement à l'astrologie, donc c'est quelque chose qui rentrait dans d'une certaine manière, tout le monde savait très bien qu'on allait passer à l'ère des poissons. Et je pense que la question des nouvelles ères se pose toujours au moment où justement on est en train de quitter une ère et on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir, dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette question des airs, parce que récemment j'ai été interviewé par la télévision, la Baglis, avec M. Grimaud sur cette question de l'ère du Verseau, etc. Il y a quand même quelque chose qui est assez intriguant. Bon, tout d'abord, vous me disiez effectivement, oui, l'ère du taureau, oui, l'ère du bélier, oui, l'ère des poissons, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont des symboles zodiacaux qui se seraient imposés à la psyché humaine, ou est-ce que ce sont les hommes qui se sont mis en accord avec le cosmos et avec l'évolution du cinéma cosmique? Je ne sais pas exactement. C'est les hommes qui ont choisi ces symboles qui se sont imposés à l'âme du monde. Et pour l'ère du Verseau, est-ce que c'est encore ce qui était vrai au niveau de l'ère du taureau, du bélier, où les mentalités étaient différentes? Est-ce que c'est toujours vrai est-ce que ce sont les hommes qui se choisissent les symboles du Verseau, ou est-ce que c'est les valeurs Verseau qui s'imposent quelque part à notre conscience? Très clairement là-dessus, je pense qu'il y a tout un aspect de construction, ça, je peux le dire clairement, mais je crois qu'en même temps, il y a un certain nombre de qualités inhérentes à chaque signe. Donc le zodiaque aurait une valeur universelle en quelque sorte. Ah, de ce point de vue-là, oui. C'est-à-dire que toute la construction zodiaque, tout à l'heure on parlait de... Alors, donc on aurait, autant dans le cas du tarot, bon, on aurait des symboles qui seraient là, bon, qui se seraient forgés. Mais là, avec le zodiaque, on aurait véritablement une sorte d'alphabet universel, presque plotinien, d'ailleurs. Au moins valable pour les systèmes solaires. Oui. Donc c'est accordé au zodiaque une importance, une profondeur de signification considérable. On sait que, je ne sais pas si vous avez étudié la question de l'origine du zodiaque et comment ça s'est situé. Bon, c'est le grand défaut de la théorie des airs précessionnels, c'est d'accorder au zodiaque une importance universelle, une importance transcendantale. Alors, on a parlé beaucoup des planètes, maintenant on parle du zodiaque, et ce sont les deux grands pans symboliques de l'astrologie. Oui, effectivement, le zodiaque, c'est de cette manière la roue de la vie. Oui, c'est ce que vous appelez la bande de Ishtar. Moi, dans le zodiaque, je ne peux pas m'empêcher d'entendre le zoon grec. Eh bien oui. Bien sûr, c'est-à-dire le vivant, en tant que tel. Non, mais c'est là où je crois, justement,
c'est que je refuse toujours de dire c'est de la pure construction où il y a une pure émanation d'une force qui serait intérieure. Je dis on est obligé de tenir les deux ensemble, et de tenir la dialectique. C'est votre démarche cazenavienne. Oui. Ah ben oui, non mais ça, vous ne les arrêtez pas. Non, mais une attitude unilatérale, ça, alors là, oui, d'accord. Non, mais je veux dire qu'effectivement, il semblerait que vous accordiez presque plus d'importance, dans votre regard sur l'astrologie, presque plus d'importance à la série des symboles zodiacaux qu'à la série des dieux mythologiques. Ah non, pas du tout. Au niveau, enfin... Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que quand vous nous parlez... Je pense que les dieux, sous la gouverne de qui, si je peux me servir de ce langage, nous sommes, nous personnellement, s'inscrivent aussi dans un ensemble zodiacal, et d'une succession des ères dans laquelle nous sommes partie prenante, et que cela se manifeste aussi précisément au niveau personnel, c'est-à-dire avec ce que nous en faisons. À nouveau, j'essaie toujours de tenir les deux bouts de la chaîne. Bon, ça c'est ma position, hein. Je ne prétends pas que ce soit la vérité, c'est toujours pareil. Non, parce que on a plus de facilité à comprendre, bon, anthropologiquement, on comprend assez bien pourquoi il y a des différentes divinités, les attributions de chacune de ces divinités. On comprend peut-être un peu moins bien ce que c'est que le corpus zodiacal. On ne comprend pas très bien la raison d'être, ni les... J'entends bien, mais je vous répondrai à nouveau, croyez-vous réellement à l'existence de l'âme du monde? Si vous croyez vraiment, le zodiaque ne vous pose plus le moins de problème. Ah oui? Pourquoi ça va de soi? Parce que l'âme du monde a une rythmique intérieure, et c'est la rythmique qui va s'exprimer précisément à travers le zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ronde, si on peut dire, des énergies qui sont celles de l'âme du monde, autour d'un centre qui est le divin inaccessible. Il est clair que les planètes traversent, gravitent le zodiaque. Enfin, c'est un peu assez quand même difficile. Il y a même la théorie des domiciles planétaires, les affinités entre planètes et signes. C'est vrai. Et par exemple, pour faire un petit peu d'astrologie de magazine, parce que je suis une femme, est-ce que vous croyez au caractère des différents signes? Que si par exemple on est né sous ce signe, on va sans doute avoir quand même des traits de caractère spécifiques. Ah ça, alors là, je ne le nie absolument pas. Je ne le nie absolument pas. Écoutez, c'est pas un secret, il suffit de consulter l'état civil, tout le monde le sait. Je suis Gémeaux avec ascendant Cancer. Et je vois très bien tous les traits Gémeaux qu'il y a en moi, et en même temps, tous les traits Cancer. Mais en même temps, aussi la dialectique qui se fait entre le Gémeaux et le Cancer, ce qui fait que je ne suis pas un Gémeaux typique, je ne suis pas un Cancer typique. Oui. Et en même temps, comme ça participe, à la fois ça participe du signe, et en même temps, ça crée une personnalité qui est tout à fait personnelle, et je suis obligé de m'inscrire dans un horizon général, si on peut dire, et je suis obligé de m'inscrire individuellement dans cet horizon général. Je suis obligé de tenir compte des deux. Et à nouveau, d'ailleurs, en même temps, la partie Gémeaux en moi, bon, je sais très bien qu'il y a une espèce de jeu intellectuel chez moi qui est très très Gémeaux, alors là j'en ai parfaitement conscience, mais à laquelle je ne veux pas non plus accorder trop d'importance, que j'essaie de dépasser en autre chose, et ça je sais que c'est aussi ma prise de position, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que le Gémeaux serait, ou tout ce que j'aurais été, je dirais, spontanément. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail intérieur, tout un travail avec la symbolique que cela représente, qui fait que même dans les Gémeaux, j'en ai choisi un plutôt que l'autre, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce moment où, en réalité, nous sommes conditionnellement libres ou librement conditionnés. Bon. C'est pas facile à dire, mais c'est-à-dire justement, on joue avec le fait qu'il y a une espèce d'héritage que nous avons, ou de bagage, qui est le nôtre, et que ce bagage n'est pas non plus un enfermement dans lequel nous sommes. Mais en même temps, écoutez, en tant que Gémeaux, il suffit de voir ma morphologie. Je veux dire, combien d'astrologues, uniquement en me voyant, me disent vous devez être
né sous les Gémeaux. Je suis obligé de dire, bah oui, je suis né sous les Gémeaux, et que comme tout bon Gémeaux, j'ai des problèmes d'abord, des problèmes de respiration. Là, effectivement. Donc là, on est presque dans les statistiques, Monsieur Cazenave. Mais non, mais attendez, il y a aussi un aspect. Non, mais à condition de ne pas accorder une certitude absolue à ce genre de choses. Mais de dire qu'il y a des choses qui se signifient à travers moi, qui se disent à travers moi, ben oui, ça je peux pas le. Par expérience, je ne peux absolument pas le dire. Et vous avez remarqué aussi que les autres personnes du Gémeaux correspondaient aussi aux Gémeaux. C'est pas uniquement par rapport à vous, je suppose. Oh, non, parce que je connais d'autres Gémeaux, mais enfin d'autres Gémeaux, je veux dire que... Ils n'ont pas le même ascendant, etc., etc. Non, mais d'abord, il faut savoir quel est l'ascendant, il faut savoir où sont placées les planètes. Oui, bien sûr. Introduit à une variété bien sûr. extraordinaire, et que par rapport au fait qu'on accepte inconsciemment son caractère Gémeaux, ou qu'on travaille avec son caractère Gémeaux, c'est-à-dire qu'on se positionne par rapport à lui, ça donne des résultats extrêmement différents. Et que je pense que même avec la constellation, ou avec le thème de naissance qui est le mien, j'aurais pu faire des choses complètement différentes. Avec la même main. C'est là où je dis ça joue, et en même temps, ça ne joue pas, au plaisant, c'est moi qui joue avec ça. Exactement. Mais oui, là, on est effectivement dans une sorte de statistique néanmoins, c'est effectivement, et je trouve que vous avez raison. Monsieur Cazenave parlait d'une dimension collective de l'astrologie. Là, on est dans une dimension collective. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup d'astrologues disent très fièrement ce qu'on écrit dans les journaux sur les Simulcos, ça n'est pas très sérieux, etc. Ce qui est sérieux, c'est le thème natal. Ils exagèrent aussi d'une certaine manière, parce qu'effectivement, je parle au niveau du conceptuel, peut-être que enfin, conceptuellement, il est bon que l'astrologie puisse donner des repères qui ne soient pas uniquement d'ordre individuel. C'est-à-dire que les gens puissent se situer en tant qu'individu au sein d'une famille. Attendez, je ne connais aucun individu qui ne fasse pas partie d'une collectivité, quelle que soit l'extension de cette collectivité. Aucun. Mais chez les astrologues, je vous assure que cette tendance est extrêmement forte à vous couper de toute collectivité, même au niveau de l'astrologie, et en disant le thème natal, parce que le thème natal, quelque part, vous venez de le dire, par la complexité même du thème natal, il brouille l'idée d'une typologie astrologique. Oui, évidemment. Donc finalement, on a une astrologie qui est une anti-astrologie à l'intérieur de l'astrologie. Mais non, mais ce qu'on voudrait souvent, et ça je l'ai souvent entendu, je l'ai souvent remarqué, on voudrait que l'astrologie soit quelque chose de simple. C'est-à-dire que dès que ça a affaire aux affaires humaines, ce n'est jamais simple. C'est toujours complexe. Et c'est toujours un jeu de différentes instances, de différentes figures, et savoir comment, précisément, on se positionne vis-à-vis de ces figures. C'est-à-dire, arrêtons de vouloir toujours tout réduire à un aspect unique. Comme de la même manière, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a les gens qui ne reconnaissent que la collectivité, il y a ceux qui ne reconnaissent que l'individualité. Je dis non, il faut connaître les deux. Il faut connaître les deux, il faut connaître toutes les possibilités de jeu, ce qui fait qu'effectivement, ça ouvre un monde de complexité absolument incroyable. Oui, mais enfin, si je prends un objet, je prends un vase, par exemple, je peux me demander à quoi il est censé servir. Visiblement, il ne va pas servir à couper du pain. Oui. Donc, en observant l'objet, on peut essayer de déterminer pourquoi il a été fait, pourquoi il n'a pas été fait en tout cas. Oui. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, est-ce que l'objet astrologique a été conçu et conçu pour étudier des individus dans leur unicité, ou pour nous expliquer plutôt comment les sociétés fonctionnent, le rythme qu'elles doivent suivre, etc. C'est quand même une question fondamentale pour l'identité et l'existence de l'astrologie. Non, j'entends bien, mais enfin, moi, tel que je le comprends, l'astrologie est faite pour nous apporter un certain nombre de lumière sur le phénomène humain. Le phénomène humain, il est à un niveau individuel, il est à un niveau collectif, il est à un niveau universel. On est obligé de tenir tous ces niveaux ensemble. Donc ça, c'est un postulat que vous mettez en avant. Oui. L'astrologie est faite pour nous expliciter dans sa globalité, dans toute sa complexité, sous toutes ses facettes, le phénomène humain. C'est une sorte de super psychologie, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, j'appellerais ça une psycho-mytho-philosophie, si on peut le dire. Ça va devenir très complexe aussi. Oui, c'est ça. Mais enfin, de compte, pour vous,
dans votre imaginaire, l'astrologie a vocation à nous... Rien de ce qui est humain ne lui est étranger, en quelque sorte. Je pense, oui. C'est un peu ce que vous penseriez. Ah oui, non, absolument. Donc, et je pense même que c'est son intérêt fondamental. oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'elle nous parle de nous et elle nous incite à travailler avec nous-mêmes. Donc, il est difficile de la délimiter, en fait. On peut presque dire qu'elle n'a pas de limite. Si j'avais un mauvais jeu de mots, je dirais elle a la limite, elle n'a pas de limite. Oui. Effectivement. Non, mais vous savez, je crois que le phénomène humain, on peut l'aborder par le biais de la psychologie, on peut l'aborder par le biais de l'anthropologie, par le biais de la symbologie, de l'astrologie, on peut l'aborder de telle manière différente. On se trouve confronté finalement toujours au même problème, c'est-à-dire que nous sommes incapables de définir le mal. Sinon, par l'expérience directe que nous en avons. L'expérience directe que nous avons, elle vaut ce qu'elle vaut, et puis nous n'en sommes jamais... Mais est-ce que l'humanité pourrait se passer de l'astrologie? Oh, elle s'est passée de tellement de choses dans son histoire. Parce Oui, elle pourrait s'en passer certainement. Je pense qu'elle y perdrait beaucoup. Ah oui. Elle y perdrait beaucoup. Oui, ah oui. Elle y perdrait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle y perdrait toute une dimension que j'appellerais une dimension poétique. Mais poétique au sens du verbe poème en grec, c'est-à-dire une fabrication à partir de quelque chose qui existe. C'est toujours d'ailleurs ce qu'on oublie, c'est que dès qu'on parle de fabrication, on oublie que c'est avec des matériaux qui existent, et dès qu'on parle des matériaux, on oublie qu'avec on fabrique quelque chose. Oui. À nouveau, je tiens à tenir les deux plans. Et c'est le problème du sculpteur qui part d'un bloc qui existe, mais il en fait quelque chose qui est-ce qu'il était déjà dans le bloc ou pas, c'est la question qui se pose. Ah oui, ça c'est... Depuis Aristote, je crois, qui avait déjà posé la question, on n'a jamais apporté la réponse. Parce que nous sommes bien incapables de l'apporter. Parce que le sculpteur pourrait dire, tout à l'heure vous parlez des revendications pseudo-scientifiques de l'astrologie, le sculpteur pourrait dire, avec une certaine bonne foi ou mauvaise foi, moi ce que je fais c'est de la science, puisque je me sers d'un bloc de marbre. Bon, quand l'astrologue dit, moi ce que je fais c'est de la science parce que je me sers de l'astronomie, c'est à peu près la même chose. Parce que de l'astronomie, il ne prend que certaines choses. Tout comme le sculpteur ne prend du bloc de marbre que certaines choses. Il ne prend que les choses qui l'intéressent. Oui, donc effectivement, à partir de... Donc la seule chose qui peut sauver l'astrologue, c'est quand il dit ce que c'est toute la question, parce que finalement, est-ce que l'astrologie est une invention de l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui a découvert les lois cosmiques? Oui, mais voilà, justement, vous avez prononcé les deux mots qui nous sont intéressants, invention et découverte. C'est-à-dire que pour nous, si c'est une invention, c'est pas une découverte, et si c'est une découverte, c'est pas une invention. Alors, ce qui me semble, et là-dessus je reconnais que je suis beaucoup plus profondément grec que occidental, au sens grand du terme, c'est que je pense que l'invention et la découverte ne sont que les deux aspects exactement du même phénomène. Alors, on le voit d'un point de vue ou on le voit de l'autre. C'est-à-dire qu'on découvre effectivement quelque chose qui existe déjà, et en même temps, on le fait exister. Tenez, j'en prends un exemple extrêmement simple. Ce dialogue de Platon qui est absolument extraordinaire, vous savez, qui s'appelle le Ménon, dans lequel on voit Socrate faire découvrir des vérités mathématiques à un jeune esclave qui n'a aucune idée des mathématiques. Là où on dit, voilà, le jeune esclave avait en lui, il redécouvre ce qu'il ne savait pas qu'il avait en lui. Et lorsqu'on lit le dialogue, on s'aperçoit que Socrate lui fait construire toute la démonstration géométrique pas à pas. C'est-à-dire que Socrate lui fait fabriquer. Alors il lui fait découvrir en fabriquant. Et c'est là où je dis, il ne faut pas oublier que ce sont en fait que les deux versants de la même réalité. Ce que j'aime bien, c'est en archéologie, qu'on dit qu'un archéologue qui découvre un site, c'est-à-dire un site qui existe depuis 3000 ans, qui est recouvert. Il a inventé. Oui. On dit qu'il l'a inventé. Oui. Il l'a inventé parce qu'effectivement, il l'a fait venir au jour. Ça n'empêche que ce site, il existait simplement. Avant, on ne le savait pas. Oui, de même que par exemple, les astrologues vont vous dire Uranus ou Neptune, bon, on les a découvertes récemment, mais elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là, et donc elles agissaient peut-être déjà alors qu'on ne le savait pas. Peut-être simplement on ne le savait pas, et on ne savait pas l'évaluer, et on ne savait pas jouer avec. Mais malgré tout, à ce niveau-là, justement, la construction, comme vous dites, ça demande du temps. Oui. Et parfois, quand l'astrologie utilise justement des facteurs qu'on ne connaît que depuis très peu de temps, il n'y a pas de temps pour les avoir intégrés. Est-ce qu'il faut du temps pour que l'âme du monde puisse intégrer complètement une
pensée, un phénomène, etc. Est-ce que le défaut, moi je suis par exemple, je fais partie des astronomes qui sont très sceptiques sur l'utilisation des nouvelles planètes au-delà de Saturne. Et pour plusieurs raisons. Une qui fait qu'effectivement on ne les voit pas, c'est peut-être un critère qui discute, enfin l'homme ne les a pas vus. Et surtout il ne les a pas vus au cours de toute son histoire, si vous voulez, quelque part. Alors, quelque chose qu'il n'a pas intégré, et qui n'a pas instrumentalisé, et qui n'a pas baptisé, etc., est-ce que ça peut quand même faire partie de son schéma mental? Si, non, moi ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, à condition qu'on y amène en même temps tous les bémols nécessaires. Je veux dire par là que vous avez tout à fait raison. Il y aura Minus, Neptune, etc. Ça fait quand même, c'est pas très, enfin, ce qu'on appelle les transsaturniennes. Les transsaturniennes. Ça fait pas très longtemps qu'on les connaît. Et ce qui m'étonne, c'est de voir comme les astronomes leur ont donné des noms de dieux gréco-latins, et que du coup les astrologues leur ont affecté toutes les qualités qui étaient avec le dieu. Alors pour tous, ce n'était pas aussi évident que ça. Et peut-être qu'il y aurait tout un travail qui devrait être fait là-dessus, et que donc l'intégration n'a pas eu encore réellement lieu. Et c'est là, dès qu'on parle des transsaturniens, moi je sais que je suis toujours extrêmement circonspect. Comme disant, c'est intéressant, et effectivement, il va bien falloir finir par les intégrer, puisqu'on sait qu'elles sont là, mais ne nous pressons pas trop. Justement, le paradoxe, c'est qu'elles sont tout à fait au cœur de l'astrologie mondiale. On peut même dire qu'aujourd'hui, la plupart des astrologues mondiaux ne seraient pas capables de travailler en aucune façon sans ces planètes-là. Oui, mais je ne parle pas de moi, mais je veux dire en manière générale. Oui, mais ça pose problème, ça. Oui, mais vous avez bien raison. Ça me pose problème. Et honnêtement, je ne sais pas quelle réponse est portée encore. Sauf que j'aimerais bien que le temps fasse son œuvre. Oui, bien sûr. Parce que, effectivement, dans ce débat, je sais qu'on a eu de nombreux colloques à ce sujet, ils disent, bah oui, mais voilà, il faut mettre l'astrologie au goût du jour, il faut l'ajuster, elle doit évoluer au fil des connaissances, il y avait des choses qui n'étaient pas au point, on les a améliorées, etc. Alors que, justement, ce qui fait la force de l'astrologie, je serais assez d'accord avec vous, c'est que c'est cette espèce de mélange entre ce qu'on découvre, ce qu'on utilise, ce qu'on comprend, et comment on se programme par rapport à ça, ça demande du temps, ça s'est fait à une certaine époque. Est-ce que ça continue à se faire aujourd'hui avec de nouveaux éléments? Est-ce que l'homme est toujours capable de faire cette alchimie entre lui et le cosmos qui a pu évidemment avoir eu lieu il y a 4 ou 5 ans? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Dans la mesure où en même temps, toute cette dimension, que je dirais mythopoétique de l'astrologie est quand même très très largement perdue. Et donc est-ce qu'on est réellement capable justement de cette alchimie, comme vous disiez? Aujourd'hui, j'en suis quand même beaucoup moins sûr. Les conditions ne sont plus tous les mêmes. Non, elles ne sont plus du tout les mêmes. Ils ne sont plus du tout les mêmes. Et alors là, précisément, dans ce que vous dites, on voit qu'il y a une espèce de mainmise de prétention pseudo-scientifique sur l'astrologie, qui éventuellement font rater. Moi j'étais très étonné, je me rappelle un colloque auquel j'avais participé qui était sur les aspects de la planète Neptune. Et je m'étais d'un congrès carrément, oui, et je m'étais fait fort de démontrer que Neptune, d'abord, c'était pas le dieu de la mer comme on croyait, c'était un dieu de la famille, d'abord, c'est la même racine que l'éposse, le neveu. Le neveu, que c'était un dieu de la terre et des tremblements de terre d'abord, et que finalement ce qu'il décrivait sur le terme de Neptune, c'était quelque chose qui était de l'ordre de Dionysos. C'est-à-dire, ben, voyez, là vous tombez complètement à côté, alors vous finissez par dire des choses justes, mais en disant des choses qui sont, curieusement, c'est ce que, de la part de l'astrologue, j'aurais appelé du mentir vrai. C'est-à-dire qu'il finissait par dire des choses justes d'une manière complètement biaisée, complètement oblique. C'est un peu aucunement conscience de c'est un peu le travail de la plupart des astrologues, puisque finalement, comme ils essaient toujours de parler du monde, ils ont une intuition du monde qui corrèle avec leurs outils astrologiques. Donc, quelque part, un astrologue ne peut jamais avoir complètement tort, puisque de toute façon, il s'inspire de ce qui n'est pas astrologique. Il nourrit son discours de choses qu'on peut observer. C'est comme quand un astrologue parle de la crise actuelle, il ne s'appuie pas uniquement sur l'astrologie pour dire ce qu'il dit de toute façon. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est toujours le problème aussitôt qu'on est devant une connaissance humaine, c'est-à-dire qu'aucune discipline n'est complètement indépendante des autres.
Si vous commencez à dire qu'effectivement l'astrologie, si on mettait l'astrologie un petit peu en recul, je vous en prie. Oui, donc effectivement, cette idée que l'astrologie, rien d'humain ne lui est étranger, fait que dès qu'il se passe quelque chose, il faut trouver une explication astrologique. C'est-à-dire que dès qu'un événement, le moindre événement arrive, il faut expliquer. Dès que quelqu'un a quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à une sorte d'hubris, de délire, il faut tout expliquer par l'astrologie. On est avec l'astrologie exactement comme avec la psychanalyse. Il peut vous arriver quoi que ce soit, la psychanalyse est toujours là pour vous dire, ça vous arrive parce que, bon alors là on a des tas de causes inconscientes, on a des trucs, etc. C'est-à-dire on voit très bien comment une discipline peut devenir d'une certaine manière complètement, essaie de s'opposer comme complètement dominante sur les autres. Une sorte de panacée. Elle est complètement impérialiste, d'une certaine manière. Bon, et c'est là où je trouve qu'il y a justement une dérive possible, c'est-à-dire qu'il y a différents aspects, il y a différents biais par lesquels on peut accéder à l'humain, que ce soit l'anthropologie, que ce soit la sociologie, que ce soit la psychologie, que ce soit l'astrologie, ça ne pas du tout, mais à condition de savoir que chaque discipline est une discipline au milieu des autres. Et que, par exemple, il me semble invraisemblable de faire de la psychanalyse sans faire aussi de l'anthropologie, sans faire de l'histoire, etc. Et de la même manière, il me semble invraisemblable de faire de l'astrologie si on ne tient pas compte des autres disciplines. Aucune discipline ne se suffit à elle-même. Enfin, moi, je n'appartiens pas à ce courant. Moi, je cherche plutôt à définir très clairement le champ de l'astrologie, plutôt que de dire qu'elle rend compte de tout ce qui est humain. Je pense que... Et il y a aussi une autre question, je vais vous mettre un petit peu en confrontation avec un certain nombre d'autres réflexions, d'autres développements qui animent la pensée astrologique aujourd'hui. L'idée aussi que l'astrologie est relativement récente. Enfin, on ne parle pas des phénomènes. C'est-à-dire que, d'abord, pour une raison très simple, déjà, c'est qu'évidemment, il faut connaître les planètes. Donc les planètes, on les connaissait pas, les lobes de Croméléon ne connaissaient pas les planètes. C'est-à-dire que les planètes, pour les distinguer des étoiles, etc., c'est pas né. Honnêtement, qu'en savons-nous de ce que connaissait l'homme de Cro-Magnon? Est-ce En qu'il tout avait cas, distingué Vénus ou pas? On n'en sait rien. Il semble qu'il y a tout. Vous savez qu'une des choses qui caractérise le plus de manière dramatique l'astrologie moderne, c'est qu'elle a complètement oublié les étoiles fixes. Oui. Sauf dans le cas de l'ère du Verseau qui est partie, mais enfin je veux dire qui renvoie, qui fait réapparaître, c'est la résurgence des étoiles fixes d'une certaine manière, puisque c'est le point d'arrêt qui est en conjonction avec une étoile fixe qui serait de telle ou telle constellation. Mais d'une manière générale, elle a passé par-dessus bord pour des raisons diverses, notamment parce que les étoiles fixes n'appartiennent pas au système solaire, par exemple, comme dirait Jean-Pierre Nicolas. Donc, puisque ça appartient à Jean-Pierre Nicolas, tout ce qui est dans le système solaire est en interaction, du moment que ce n'est pas dans le système solaire, ça ne doit pas être en interaction. C'est à nouveau, on est dans la pseudo-science, à mes yeux. Ah oui, non, mais je ne peux pas dire. Mais donc la capacité à différencier, à distinguer, moi j'explique ça assez bien. Je pense que, dans un premier temps, l'astrologie, c'était les étoiles fixes, c'est-à-dire que c'était certaines structures. Vous savez qu'il y a un magnifique quadrilatère naturel dans le ciel qui est constitué par 4 étoiles fixes royales, qui sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Et de même que, par exemple, une fois qu'on s'adresse à ces étoiles fixes, et que l'on voit qu'à certains moments, il y a des facteurs qui sont là, avec ces étoiles, et à d'autres moments, ils n'y sont plus, on commence à découvrir les planètes. On découvre les planètes parce que, justement, on fixe certaines structures, et puis qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient varier à l'intérieur de ces structures qui sont les planètes. Donc c'est quand même quelque chose de relativement tardif au niveau de la capacité d'observation à ce niveau-là. Et je crois que ce caractère tardif de l'astrologie est intéressant parce que, justement, moi je parle de l'idée qu'à un moment que l'astrologie est un phénomène clignotant, pour ne pas parler comme Edgar Morin, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que les conjonctions, elles ont lieu, et puis elles n'ont plus lieu. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont là et qui ne sont plus là. C'est une dialectique de la présence et de l'absence, du jour et de la nuit. Et lorsque certaines conjonctions se forment
on serait dans un champ proprement astrologique, et quand elles se dissolvent, c'est quand même le fameux coagula dissolve, quand elles se dissolvent, l'astrologie serait impuissante, jusqu'à ce que la conjonction à nouveau soit reposée. En fin de compte, il y aurait une présence alternante de l'astrologie sur le cours des choses. Et donc, c'est intéressant parce que Oui, je comprends, oui. ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'est-ce que c'est qui se passe quand l'astrologie est là et quand elle n'est pas là. C'est-à-dire de faire apparaître à quel moment, bon, quelle est la différence, peut-on prévoir à quel moment quelque chose de l'ordre de l'astrologie existerait dans le monde et à quel moment l'astrologie se retirerait. Ce serait l'exil en quelque sorte de la divinité ou l'exil du pouvoir qui se produirait pendant un certain temps. C'est-à-dire que ce serait à ce moment-là, ce serait l'astrologie elle-même qui serait vouée à la cyclicité. Ce ne serait pas simplement une astrologie qui parlait de la cyclicité, ce serait la cyclicité de son propre pouvoir, parce que la conjonction correspond à quelque chose qui est quand même relativement fort, et que la distorsion, la disjonction correspondrait à une sorte de lâcher-prise en quelque sorte. Un lâcher-prise qui correspondrait à une sorte de retour en arrière. L'astrologie serait comme une espèce d'invention juridico-religieuse qui aurait introduit un ordre, mais cet ordre-là aurait son talon d'Achille, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas fonctionner en permanence, il serait lui-même cyclique, puisque ses fondements mêmes sont cycliques. Donc il aurait une phase où c'est comme le soleil qui ne serait pas constamment là. Hein. Eh bien, de la même façon, il y a un moment où le soleil donc disparaît, un moment où la conjonction se défait. Et donc à ce moment-là, on est dans une toute autre démarche, c'est-à-dire que c'est une présence qui passe par des phases. L'astrologie ne serait pas... il y aurait des périodes où le monde serait sans Dieu, entre guillemets, sans Dieu, c'est-à-dire sans capacité de rassemblement, de conjonction, de regroupement. Et à ce moment-là, il y aurait une sorte de dispersion, de division, de multiplication, etc. Je vous le signale pour mettre les éléments sur le tapis, pour vous dire qu'il y a quand même d'autres... L'astrologie du XXe siècle a d'autres pistes de réflexion. Non, bien sûr, non, mais je suis incapable de trancher. Tout ce que je peux dire, parce que là je crois que ce sont des sujets sur lesquels il faut être honnête, c'est de dire, moi je donne ma croyance ou ma foi à tel type ou à tel l'autre type. Bon, c'est vrai que je comprends, intellectuellement je comprends très bien tout ce que vous voulez dire. Je reconnais que je ne suis pas convaincu. Mais je ne suis pas convaincu parce que c'est vraiment au niveau de la croyance. Hein. Et donc je ne prétends pas qu'il n'y ait aucune vérité. Donc pour vous, l'astrologie... Non, mais c'est parce que, effectivement... Ce que je veux dire par là, c'est que l'astrologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans la mesure où elle rencontre à la fois d'une certaine stabilité du monde et en même temps d'un certain mouvement perpétuel de changement. Oui. Mais c'est à ça que je suis sensible. Parce que c'est ça qui est pas incompatible avec ce qu'il y a des... Non, mais je comprends bien. Puisque le changement, quand il y a quelque chose, ou quand quelque chose est là, ou que ça se retire, ça crée du changement. Oui, j'entends bien, mais c'est l'absence, moi, qui me paraît bizarre, mais peut-être simplement parce que je ne suis pas habitué à cette idée. Ben, beaucoup de choses, l'été c'est pas l'hiver, le jour c'est pas la nuit, etc. La conjonction c'est pas la conjonction, il y a effectivement quelque chose qui vient et son contraire. Ah non, mais ça je comprends bien, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher justement dans cette rythmicité des manifestations au niveau de l'histoire de l'humanité qui iraient dans cette même direction, dans cette même dualité? Mais peut-être que ça serait étudié. Et là, à ce moment-là, honnêtement, je vous dirais, je n'en sais rien. Et il faut être capable de dire, je ne sais pas à certains moments. Bien sûr. Mais donc, pour vous, l'astrologie serait... Il y a quand même une sorte parce que le paradoxe, c'est l'avancée qui s'est produite là, c'est qu'en fin de compte, justement, on parlait de dire l'absence et la limite de l'absence et la présence, c'est passionnant. Parce que l'absence est aussi une présence. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas là, c'est pas qu'il se passe rien. Bien sûr. Mais il se passe c'est comme le chat qui n'est pas là et les chourigans. C'est veut dire que c'est de même que, vous savez, dans l'Antiquité, il y avait des auteurs qui disaient que la nuit était provoquée par des jets des jets noirs, qui voulaient, au lieu de dire que la nuit c'était l'absence de jour,
il voulait que la nuit ait son propre fondement, en quelque sorte. La nuit est l'absence de jour, les auteurs disaient que c'était le jour qui était l'absence de nuit. Ah, il disait ça aussi. Oui, on peut le voir, Oui, de deux côtés. C'est-à-dire qu'on voit très bien que chacun ne pouvait se définir que par rapport à l'autre. Oui. Et chacun était l'absence de l'autre. Effectivement, oui, non, mais ça. Donc il n'y a pas de. Je peux très bien comprendre ce que vous voulez dire. Mais pour revenir prenons une littérature qui est celle de Pluton et de Proserpine, par exemple, qui est justement d'autant plus intéressante qu'elle était ignorée de l'astrologie ancienne. C'est un des grands mystères c'est l'absence, justement, c'est l'absence de certains dieux de la mythologie, des dieux aussi importants, notamment au niveau des saisons, puisque on connaît la fameuse histoire de Pluton et de Cérès, de Pluton et Déméter, de Pluton et Proserpine, etc. Donc on se demande comment il se fait que un dieu aussi, alors vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, mais pas sous cette forme-là, mais que pour revenir à ce point qui était au début de notre entretien, c'est-à-dire effectivement que la mythologie. L'autre jour, quelqu'un disait, un astrologue disait très justement, que les différents dieux ne sont que les manifestations successives d'une seule et même entité, en quelque sorte. Oui. C'est en gros ce que j'essaie de dire, effectivement. Oui, alors effectivement, là, ça devient intéressant. Si on prend le Pluton et Proserpine, on voit très bien comment dire ça n'existait pas, c'est être victime de l'interprétation classique qui en a été donnée. Or, depuis qu'on a décrypté le plus ancien grec, bon, le linéaire, on l'a pas encore décrypté, mais disons le grec préclassique, on s'est rendu compte que Perséphone, celle qu'on a traduite par Proserpine chez les latins, était une déesse qui avait toujours existé, qui était une déesse des enfers. Elle n'avait pas du tout été emportée de la surface de la terre aux enfers, elle était au contraire une déesse des enfers. Ah, oui. Et de ce point de vue-là, ça nous renvoie, je pense qu'on trouvait chez les Babyloniens, c'est-à-dire la descente d'Ishtar aux enfers, ah, oui. ou d'Inanna à Sumer aux enfers. C'était un attribut Où elle de voyait Vénus. sa sœur Ashkigal, et Ashkigal n'était que l'aspect sombre Voilà, c'est ça. de la déesse. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit On pourrait ramener tous les dieux. On pourrait ramener tous les dieux à ces dieux principaux. Là, je crois qu'il y a un certain nombre d'entités, enfin, c'est le mot, ou de figures fondamentales, effectivement, qui sont le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la reproduction, etc. Et qui sont absolument partout. Oui, absolument partout les mêmes. Donc on pourrait ramener tous les autres dieux, enfin les dieux qui ne sont pas dans le panthéon astrologique de l'Antiquité, on pourrait les ramener à ceux qui y sont.